Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille pour ce tout dernier numéro de Toute une histoire. Nous tous, ils sont tous là, tous ceux qui travaillent sur ce programme au quotidien, toutes les journalistes de la rédaction de Réservoir Prod. Nous avons voulu que cette émission très spéciale soit festive et joyeuse pour vous remercier d'avoir passé ces 10 fabuleuses années avec nous. Je vous propose de démarrer tout de suite en faisant un tonnerre d'applaudissements à nos experts et à Renaud qui sont bien entendu à mes côtés. Yvonne Poncé-Bonissol, Frédéric Farigou, Marc Gégère, David Lefrançois, Nicolas Sahuc et Samuel Merly. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour cette dernière émission? Il y a déjà des larmes, il y a déjà des yeux humides, il y a déjà... Ça va se passer très bien. L'attaque, bonne. Bon, cette émission a été merveilleuse. J'ai rencontré pendant 10 ans des êtres d'exception, comme vous, qui frôlent chaque jour l'excellence, comme tous les experts, mais aussi comme tous nos invités qui, vous savez, parfois il y a dans la vie des expériences professionnelles qui donnent du sens et de la profondeur à notre existence. Et toute une histoire en fait partie. Toute une histoire m'a fait oublier le temps. J'ai pas pris une seule ride et toute vrai. une histoire... Non plus. Alors, on donnera évidemment la parole à tous nos experts les uns après les autres. Je veux bien vous donner la parole à tous, mais rapide alors. Marc Gégère. Écoutez, que vous dire si ce n'est que cette émission m'a permis de multiplier par 100 ou par 1000 les gens qui ont pu recevoir un certain nombre des conseils qu'on a pu leur donner et en contrepartie des rencontres absolument fabuleuses, extraordinaires, humainement délirantes pour moi. J'ai vraiment découvert de nombreuses personnes et de très belles personnes ici. Frédéric. David Lefrançois. Ça fait 2 jours qu'elle pleure sans s'arrêter. Ouais, c'est des belles rencontres. Oui, d'accord. David. Moi, j'étais impressionné par le courage des témoins qui sont venus ici devant nous, oser raconter leur histoire, ça m'a touché. Et tu m'as touché aussi très souvent. Voilà, sache-le. Nicolas. Je crois que vraiment merci d'avoir sorti les gens de l'isolement parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui restent trop seuls avec beaucoup de problématiques dans tous les domaines dans lesquels nous sommes experts et dont on vient partager. Et merci de sortir ces gens de l'isolement et qu'ils puissent parler. Et Samuel. Ah bon, en fait, je suis un peu le petit dernier de l'équipe, donc j'ai eu à peine le temps de me roder, d'être un petit peu à l'aise, et puis bah bim, ça s'arrête. Voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, bah voilà, c'était un exercice à la fois très stressant et très stimulant. Donc voilà, que je suis très content d'avoir pratiqué. Voilà. Alors moi, je voulais juste dire que... Je pensais le dire à la fin, mais je vais le dire au début. Tiens, ça fait quand même quelques années que je fais ce métier maintenant et ça fait 6 ans que je présente cette émission et j'ai pas eu l'impression de présenter une émission de télévision. Ça n'a rien à voir avec une émission de télévision. C'est une aventure humaine. On rencontre des personnes. Et franchement, c'est une émission, enfin c'est une aventure qui ne peut que faire grandir parce que tous ces invités, et on va voir les plus emblématiques se succéder sur ce plateau, tous ces invités vous tendent un miroir et vous vous dites, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser la question sur vous-même, donc ça fait grandir. Voilà, et puis je démarre cette émission en faisant un coucou à Jean-Luc Delarue parce que voilà, je pense à lui aujourd'hui. Alors Renaud. Est avec nous aussi dans le public. Alors moi je suis à la fois présentatrice de cette émission mais je ne maîtrise pas grand chose parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer en fait. Donc vous allez m'aider. Bah, ça tombe bien parce que moi non plus mais pour cette dernière on va faire comme d'habitude, on va faire un très beau duo et ça devrait rouler. Bon, très bien. Alors toute une histoire a fêté cette année son 10e anniversaire et cette photo que vous voyez derrière moi, merci pour la photo, eh bien c'est moi le jour où j'ai présenté cette émission pour la toute première fois, même si aussi on me reconnaît quand même. Donc j'avais l'air très concentrée, puis j'avais la pression parce que Jean-Luc était là en régie de l'autre côté, donc c'était quand même
pas facile. Après cette première émission, il y en a eu 1164 autres. Et pour cette dernière, nous avons eu envie de revoir et de prendre des nouvelles des invités qui nous ont tous marqués et dont vous vous souvenez certainement. On commence avec Maïti et Jean-Marie, suivi de Laetitia, Patricia, ainsi que de Francis et d'Olga. Ils sont tous là. Bonjour, merci d'être venus. Bonjour. Olga et Francis, merci d'être venus de Paris. Laetitia, merci d'être là. Merci d'être revenu nous voir. Alors, ce sera le principe des invités emblématiques, ceux qui m'ont marqué, ceux qui ont marqué les experts, Maïti et Jean-Marie. Vous comptez parmi mes plus anciens invités puisque vous êtes venus pour la première fois le 11 octobre 2010. Alors, c'était quoi le sujet ? Ils ont mené une double vie et ils ne s'en cachent pas. Voilà. Alors c'est vrai que votre histoire m'avait interpellée et avait interpellé nos téléspectateurs. Alors justement, pour ceux qui avaient loupé votre témoignage et pour les experts qui ont rejoint l'équipe après 2011 et qui ne vous connaissent pas encore, eh bien nous allons revoir un résumé de votre participation à notre émission. Il tenait toujours ma main, puis je l'ai embrassé. Maïti avait eu le coup de foudre pour un homme alors qu'elle était mariée depuis 32 ans. Par honnêteté, elle avait décidé d'en parler à son époux Jean-Marie. J'ai dit qu'est-ce que je fais, je le contacte ou pas? Et il me dit oui bien sûr. Elle avait la tête à l'envers comme une lycéenne qui tombe amoureuse. Vous n'êtes pas jaloux? Non, ça c'est un sentiment que je connais pas. Le jour où on a signé devant le maire et à l'église, c'était pas un acte d'achat. Elle n'est pas devenue ma propriété. Oh, c'est beau. Elle n'est pas. C'est magnifique, hein, bravo. Sûr de son couple et face au bonheur affiché par sa femme, Jean-Marie avait accepté que cet homme entre dans leur vie. Je l'ai invité à déjeuner. Où? À la maison. Ah, à la maison. Ah oui. Vous l'avez trouvé sympa? Vous savez, le courant est passé. Oui, c'est-à-dire que ça ne s'explique pas non plus. Avec l'aval de Jean-Marie, Maïti avait mené une double vie sous son propre toit, mais sans jamais mettre à l'épreuve l'amour qu'elle portait à son mari. Une femme qui est désirable, qui désire, est terriblement désirable. Absolument. Oui. Mais au bout de 8 mois, son aventure avait pris fin. Elle en est où cette histoire aujourd'hui? Alors, silence radio. Il vous a jamais appelé? Plus jamais. Vous avez écrit un livre à propos de votre histoire. Oui, j'ai écrit un livre. L'amour à point d'âge. Même à mon âge, on peut encore plaire, séduire et surtout succomber. Alors évidemment, c'est un témoignage original. Qu'est-ce qu'il y a, Olga? Je vous vois lever les yeux au ciel. Mais non. Vous n'auriez pas accepté, vous, que Francis vous ramène quelqu'un à la maison? Non, c'est pas votre genre. Comment les gens ont réagi en découvrant votre histoire à la télé? Moi, je voudrais d'abord vous dire, répondre à la question que vous posez tout à l'heure. Cette émission nous a beaucoup marqué. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose. Enfin, de venir témoigner de ça, c'est pas évident comme ça. Elle était un tout petit peu, comment dire, hardie de vous téléphoner en disant voilà, moi, nous sommes prêts à témoigner. Et est-ce que les retours? Mais alors, la façon dont vous nous avez accueillis, la façon dont vous nous avez confessé. Et entouré. Dont vous, Yvonne, nous avez compris, c'est quelque chose qui nous a marqué, durablement marqué, et je voulais vous en remercier. Oui, parce qu'on a trouvé avec Yvonne que c'était une forme d'amour absolu, de respect, de tolérance, et que c'était peut-être la plus belle manière d'aimer l'autre que de lui permettre de vivre sa vie. Totalement, et surtout, c'est vraiment, Jean-Marie, vous avez une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde, celle d'aimer un véritable amour, c'est-à-dire de le ressentir, parce que c'est quoi le véritable amour? C'est de pouvoir accepter, mais vraiment, que l'autre soit pleinement heureux. Et je pense que Frédéric ne me dira pas le contraire. Ah non. Donc c'est vraiment offrir à l'autre le désir d'être pleinement épanoui et heureux. Est-ce que vous avez reçu des témoignages négatifs? Des gens ont été choqués par votre témoignage?
Très peu. Très peu. Très peu dans le chat après, mais la plupart, c'était très, bien au contraire, très positif. Et j'ai eu par la suite encore beaucoup de témoignages et de femmes qui vivent la même chose que nous, c'est-à-dire elles aiment deux hommes, elles n'ont pas juste une histoire adultère, elles aiment un autre homme et elles ont dit « super, vous m'avez déculpabilisé, j'ose maintenant même me regarder dans le miroir ». Yvonne, nous allons démarrer avec votre coup de cœur, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a particulièrement marqué et dont la trace est indélébile dans votre souvenir. Tout à fait. Qui est-ce? Sébastien. Sébastien m'a touchée terriblement parce que, en face, dans son témoignage, il devenait aveugle. Et dans son témoignage, il y avait une force, une combativité et en plus un désir d'aider autrui que j'ai voulu lui tendre une perche. Il ne trouvait pas d'employeur, il ne trouvait pas de travail et je lui donnais la possibilité d'en trouver un. Donc c'est vraiment mon coup de cœur. Il est vraiment charmant et le travail qu'il fait aujourd'hui est un travail exceptionnel de développement. Il est vraiment à la hauteur et surtout, il sauve autrui. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un extrait de son témoignage. C'était le 3 septembre 2015. Il était venu nous parler avec courage de sa maladie qui le rendait aveugle petit à petit. On le retrouve juste après sur notre plateau. Je vois plus de l'œil gauche, mais je vois un peu de l'œil droit. C'est à l'adolescence que Sébastien avait découvert qu'il souffrait de choroïdérémie, une maladie génétique rare qui s'attaque à la rétine. Vers l'âge de 16 ans à peu près, on fait des tests de champ visuel et on voit se développer des ombres, des taches noires, comme des taches d'encre qui se propagent un petit peu partout. C'est là qu'on se dit, ah, je vais certainement devenir aveugle. Ça s'est traduit par un épisode un peu dépressif. Je suis un peu tombé dans le trou juste après et j'ai dû remonter pas mal de fois. Et c'est sa rencontre avec Jimena, une Argentine vivant à Barcelone, qui lui avait permis d'envisager un avenir plus radieux. We met by internet. On s'est rencontrés par internet. Oui, actually I saw him, so I started speaking to him. Elle m'a vu, elle a commencé à me parler. I fly to Paris. Elle a pris un vol pour Paris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? It was beautiful. It was évident. Yeah, it was a magical moment. C'était magique. Un moment magique. Yeah. Mais cette belle histoire d'amour amorçait le début d'un long combat. On a envie de fonder une famille. Et évidemment, je suis angoissé par rapport à la perte de ma vue qui s'accélère et par rapport au fait que je n'ai pas de travail. Donc voilà, on essaie de dessiner un futur avec ces difficultés-là. Quand on est un couple normal, c'est pas évident. Alors quand on est un couple avec un handicap, j'imagine quel qu'il soit, ça l'est encore moins. C'est très important d'avoir des objectifs de vie, d'essayer de faire comme tout le monde. Le beau Sébastien, le très beau Sébastien. Merci d'être avec nous. Prenez place. Alors, Sébastien, un grand souvenir que votre passage dans notre émission. J'imagine qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Depuis, vous avez trouvé du travail il y a quelques mois. Rappelez-nous comment vous avez trouvé du travail. Oui, c'est très simple à expliquer. En fait, juste avant l'émission, au moment du maquillage, Yvonne est venue pour faire un peu connaissance avec moi. Je lui ai parlé un petit peu de ma vie, de ma copine qui vivait en Espagne, du fait que je cherchais un emploi. Et en fait, directement, elle s'est proposé de m'aider et de me mettre en contact avec une de ses amies, Marcela Valoroso. Et en fait, elle a répondu systématiquement et elle m'a orienté. Et ça s'est fait très naturellement. Vous faites souvent ça, Yvonne? Dès que je peux, c'est-à-dire que quand il y a des connexions immédiates comme ça, eh ben je mets en action parce que je trouve que toute une histoire, c'est aussi une histoire de lien. Donc ça veut dire que vous êtes souvent resté en contact et en lien avec certains de nos invités? Oui. Et c'est pas du bluff, quand vous promettez de les aider, vous les aidez? Je fais. Ça se passe bien, le travail? Ça se passe très bien. Je suis responsable en communication. Au départ, j'avais commencé comme traducteur. Et en fait, on m'a vite donné des responsabilités de responsable en communication. Et je m'occupe aussi de la relation presse-beauté. Voilà. Donc ça a évolué. Ça s'applaudit quand même. Alors, on va voir une photo derrière nous. L'émission était
en direct ce jour-là, et pourtant vous n'aviez pas l'air stressé du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a mis à l'aise? Ah, c'est l'ensemble de l'équipe. J'ai été bien accueilli dès le départ par May, la journaliste qui est certainement dans le public. May, alors voilà, vous pouvez l'applaudir, elle est là. Parce qu'il y a tous ces journalistes qui enquêtent, qui entrent en contact avec vous, qui vous accueillent, qui vous... Voilà. Voilà, elle est là. L'ensemble de l'équipe a vraiment fait en sorte de me déstresser. Yvonne est venue me parler pour faire connaissance. Vous êtes venu me dire bonjour et papoter un petit peu avec moi juste avant. Et j'avoue que ça m'a vraiment aidé énormément à me détendre. Vous garderez quel souvenir de cette expérience? Excellent. Je tiens à dire que le portrait qui a été fait de moi, il a été fait de façon juste. Il n'a pas été... Il n'y a rien qui a été tiré du côté du larmoyant. Au contraire, je pense que l'image qui a été montrée de moi, elle était juste, j'imagine, et positive, et loin de ce qui a pu être dit. J'étais vraiment content, heureux de cette expérience. Nous aussi. Vous nous parliez de votre parcours professionnel. Vous en êtes où dans votre vie privée? Dans ma vie privée, là, je viens d'écrire un livre et je suis président d'une association qui lutte contre la cécité. Ouais. Pour le livre, je recherche un éditeur et pour l'association, on lève des fonds et on finance la recherche pour lutter contre la cécité en général. Voilà, donc on est très actifs. Donc Yvonne va vous aider à trouver un éditeur pour votre association. Voilà. Et là, vous êtes sur le pont des Soupirs à Venise avec votre magnifique... compagne, qui est toujours votre compagne? Ah oui, évidemment. Oui, c'est toujours... Je sais pas, moi je pose des questions. C'est toujours ma magnifique compagne, oui. Bon. Très bien. Merci Sébastien, bravo. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes magnifique. Laetitia, bonjour Laetitia. Nos téléspectateurs et nos experts vous connaissent car il se trouve que vous êtes la conseillère en images de Toute une histoire depuis plusieurs années. Mais la première fois que vous êtes venue sur notre plateau, c'était pour nous parler de votre histoire. Une histoire très difficile, très émouvante, qui m'avait personnellement beaucoup marquée aussi. Alors c'était le 10 septembre 2013. Nous allons revoir un extrait de cette émission qui nous avait tous beaucoup émus. Je voulais que ça reste ma décision et mon combat. À 26 ans, Laetitia avait fait le choix de subir une mastectomie préventive, une ablation des seins pour éviter tout risque de cancer. Est-ce que vous aviez des appréhensions, j'imagine, quant aux résultats esthétiques? Des appréhensions, non, parce qu'en fait, je crois qu'on a du mal à le comprendre, mais on n'en veut plus, quoi. Je savais par contre que ça allait être effectivement une mutilation et je savais qu'il y aurait une chirurgie réparatrice. Donc j'étais prête, voilà. Et ce que je voulais être sûre, c'est sauver ma peau. Un choix mûrement réfléchi pour Laetitia, qui avait dû apprendre à vivre avec son nouveau corps. Ça a été un combat de chaque jour, mais j'y suis arrivée. On m'a rien enlevé pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée, mais il m'a fallu du temps pour pouvoir le formuler comme ça aujourd'hui. Son expérience, la jeune femme en avait fait une force et elle avait souhaité lui donner un sens. Il y avait tout cet après dans lequel il a vraiment fallu que je m'investisse et j'en ai fait aussi l'objet de ma reconversion professionnelle puisque j'ai décidé d'accompagner aujourd'hui les femmes dans cette démarche-là. Je suis consultante en images aujourd'hui et je sais que ça a été d'une grande aide pour moi de pouvoir travailler aussi dessus pour pouvoir être plus féminine, plus sensuelle encore. Il y a une reconstruction de vie, il y a une renaissance aussi. Un an plus tard, elle était devenue la conseillère en images de Toute une histoire. Vous êtes prête? Oui, oui. Attention, hop! Je ne vous connais pas, c'est pas possible. Vous êtes émue? Pourquoi cette émotion? Ça fait remonter énormément de choses, mais surtout beaucoup de bonheur aussi. Depuis ce premier jour, ça a été une vraie délivrance pour moi. De témoigner dans De témoigner.
Ça Vraie délivrance qui a ouvert sur plein d'autres choses. Exactement, ça a été la libération, assumer le regard de tous ces gens qui allaient me voir derrière leur poste de télévision, donner de la légitimité et vraiment de la profondeur à mon métier aussi. Et voilà, assumer vraiment. Il faut dire que notre productrice Stéphanie Guérin vous a fait une proposition consécutive à la diffusion de l'émission. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a proposé? J'y croyais pas du tout parce que j'avais vraiment ce sentiment d'avoir été trop stressée, tremblante, hésitante. Et on est venu me trouver pour me proposer de venir travailler et faire mes preuves en plateau, faire des relookings et porter aussi mon aide et ma bienveillance auprès de ceux qui en auraient besoin, qui, comme moi, un jour se sont sentis fragilisés et atteints, diminués dans leur image. Et en fait, c'est l'opportunité presque que j'ai jamais osé rêver et qui arrivait à la suite de cette confession. Donc ça a été le levier, le déclic, comme par magie, après cette émission, tout s'est déclenché et dans ma vie, tout s'est transformé en fait. Alors, vous avez tous les journalistes de la rédaction ici qui sont avec nous. Vous aviez envie de leur dire un petit mot, je crois. Mais oui, parce que j'ai été en contact avec plusieurs d'entre vous, notamment au cours des relookings, au cours de mes différentes interventions sur le plateau. Et en fait, j'ai retrouvé en fait, dans chacune d'entre vous cette humanité, le fait que ce soit pour moi une vraie famille et qu'il n'y ait effectivement pas de bluff, qu'on soit bien dans la vérité et dans l'échange et dans tout ce qu'on peut porter de symbolique et de beau. Voilà, vous faites beaucoup de bien et vous m'en avez fait aussi beaucoup et vous m'avez conforté dans l'idée de me dire qu'il y avait à la télé aujourd'hui des émissions vraies. En tout cas, c'est vrai que cette émission n'existerait pas sans le travail de cette rédaction et j'imagine que pour tous les journalistes qui sont là, les rédactrices en chef, Stéphanie Guérin, la productrice, vous salue et vous dit bravo, moi aussi, et merci surtout d'avoir fait tout ce boulot-là. Et j'imagine que ce que je disais tout à l'heure est vrai pour tous ici présents. C'est au-delà d'un travail journaliste traditionnel. C'est une aventure humaine, c'est ce que vous avez ressenti. Renaud, vous êtes leur porte-parole. Peut-être que d'autres veulent s'exprimer. Alors, en tout cas, déjà, ça me fait plaisir pour toutes les équipes de Réservoir Prod et de France 2, pour tous ceux qu'on voit jamais à l'image et sans qui l'émission pourrait pas marcher. Donc, je pense à la prod qui réserve des hôtels de dernière minute, des trains, des taxis, les maquilleuses qui ont toujours un petit mot pour les invités, qui sont stressés quand elles viennent en plateau, les cadreurs, les monteurs. Donc, ça me fait plaisir que l'investissement, en tout cas les efforts de chacun soient reconnus. Et puis pour les journalistes, c'est des journalistes, mais ils sont surtout très passionnés et très investis. Ils envoient des SMS aux témoins, à nos invités, ils les appellent, ils prennent des nouvelles. Leur relation, elle va au-delà d'une simple émission avec eux. Ça va au-delà de ce temps-là. D'ailleurs, nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais on passe plusieurs semaines en contact avec eux. Et du coup, bien pour cette dernière, on a décidé de vous faire découvrir tout ce beau monde, les coulisses de la rédaction. On vous emmène à Réservoir Prod. Bienvenue à Réservoir Prod, c'est ici dans ces bureaux que tous les jours on prépare l'émission. Visite guidée aujourd'hui. On arrive au cœur de la rédaction, il faut savoir qu'il y a environ 50 personnes qui travaillent au quotidien, elles sont toutes réparties en binôme et en fait chaque binôme prépare une émission. Salut tout le monde. Ça travaille dur aujourd'hui, j'espère, hein. Robin, pas trop dur au démarrage. On va aller rendre visite aux directrices de la rédaction. Salut Débo. Salut Renaud, ça va? Yes. Coucou Aude. Je te rassure, je viens pas pour te demander un jour de congé. Hein. Oui, parce que ça c'est non. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette grande et belle aventure? J'ai écouté des milliers d'histoires pendant 10 ans et je me suis nourrie de toutes ces histoires et j'ai l'impression que grâce à cette émission, je suis devenue adulte en fait. C'est une page qui se tourne, mais c'est une page magnifique de ma vie. Il y a plein de petites fourmis qui préparent les émissions qu'on ne voit pas souvent à la caméra. Qu'est-ce qui fait la force des équipes de toute une histoire? Leur point commun à tous, je pense, c'est la curiosité et c'est l'amour des gens. Et tous ces journalistes gardent contact avec eux après, continuent à les suivre et on fait un peu partie de leur vie. C'est ça qui est beau, je trouve.
Et puis comme vous le savez, nous nous sommes toujours intéressés à la vie de nos invités après les émissions. C'est d'ailleurs pour ça, pour eux, que nous leur avons consacré une partie du programme en créant l'Histoire continue. Bon, Rita, tu travailles spécifiquement sur la suite de toute une histoire. Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est aller à la rencontre des gens, de les mettre à l'honneur quelque part. Et puis j'ai l'intime conviction que ça leur fait parfois du bien. On s'implique vraiment et puis parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime ça et on aime ce qu'on fait, quoi. Mais le travail de tout le monde ne pourrait pas être possible, en tout cas ne pourrait pas être vu sans l'étape finale essentielle, la post-production. Et comme dans beaucoup de boîtes, eh bien la post-production, ça se passe au sous-sol. Salut, salut! Salut! Ah, tiens, je vous présente Barbara. En fait, tu planifies toutes les étapes de post-production. Autant dire que tu as du travail. Effectivement, d'ailleurs, moi j'y retourne. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu étais en train de faire, Julien, juste avant? On est en train d'enregistrer la voix sur la pastille Brahim. T'as pas Marc? Ouais. C'est dans un célèbre théâtre parisien que la troupe des Trois Mousquetaires répète pour la première présentation de leur spectacle. Ok, parfait. Le voici donc en chair et en os. Bonjour. Marc, la voix de toutes les émissions. Tu peux nous faire une petite intro? Merci à toutes et à tous pour votre fidélité pendant ces 10 ans. C'était un plaisir de travailler pour vous. C'était la voix. Une fois que l'émission est en boîte, on passe directement aux enregistrements des plateaux et ça se passe du côté des studios de France Télévisions. On y va? On arrive sur le plateau quelques heures avant l'émission, donc pour l'instant c'est encore l'envers du décor en attendant que les invités arrivent. On va faire un tour dans les loges, vous me suivez? Coucou Yvonne. Coucou Renaud. Je te laisse te maquiller, quoique toi t'as pas besoin, hein, t'es belle au naturel. Et j'aime le naturel. Hop là. On y est. D'ailleurs, il faut que j'enfile mon costume parce que moi aussi j'ai une émission. À toutes. Les choses sérieuses commencent puisqu'on va voir Stéphanie Guérin, la productrice de l'émission. Stéphanie, on va commencer dans quelques instants. Qu'est-ce que tu fais dans les dernières minutes avant de démarrer? Alors, on vérifie que tout le monde soit bien en place, que les invités arrivent bien, qu'on ait bien les bons invités, que tout le monde soit bien équipé. Et après, la régie, et hop, c'est parti. Donc, ça fait 10 ans que tu portes cette émission, 10 saisons. Qu'est-ce qui en fait la force, selon toi? Les invités, leurs histoires, leur parcours, leur vie, et ce qu'ils viennent nous délivrer tous les jours sur ce plateau. En fait, quand on écoute les parcours de nos invités, qui sont souvent des vrais films, on se dit qu'en fait, ça va, quoi. C'est un peu comme quand tu me cries dans l'oreillette, finalement, c'est pas si grave. Ouais, pas si grave. Allez, je te laisse aller voir le public et les invités. S'il y a une personne qui connaît bien Stéphanie, c'est Sophie, puisque depuis 6 ans, elles sont complices toutes les deux via l'oreillette. Sophie, je te dérange quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Stéphanie, la productrice de l'émission? C'est une fille qui voit tout, qui sent tout, qui a une intelligence, je crois, hors du commun, qui est super rapide et qui est tout à fait faite pour faire ce boulot-là, parce qu'elle sent bien les gens. Elle sait ce que je pense avant même que j'en sois consciente moi-même. J'ai aimé vraiment travailler avec elle. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette grande et belle aventure? C'est pas une émission de télé, en fait, toute une histoire. Il y a toute la technique d'une émission de télé, mais ce sont avant tout des rencontres humaines. Cette émission m'a beaucoup apporté professionnellement, mais m'a fait changer beaucoup de choses dans ma vie. C'est une émission qui ne laisse pas indemne. On termine avec le cas régie, c'est un petit peu la tour de contrôle de l'émission. On va aller voir à l'intérieur. Le monsieur là-bas, c'est Massimo, le grand réalisateur de l'émission. Il est là, lui aussi, depuis le début de toute une histoire. Point, et que va se remettre en place. Attention pour le point. Nous sommes prêts, Sophie. Are you ready for the hit? Il est bientôt l'heure de commencer l'émission, de prendre l'antenne. Je vais la rejoindre. Ok, silence plateau, s'il vous plaît. 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous. Nos invités s'apprêtaient à se marier ou à devenir mères lorsqu'elles Alors, ils sont à peu près 60 journalistes disséminés ici sur nos gradins. Et puis, je voudrais saluer aussi
notre public, certains éléments de notre public fidèle. Ça fait 6 ans que je les vois régulièrement. Il y a Franklin et sa femme. Je ne connais pas tous les prénoms, mais c'est des visages que je repère à chaque fois que j'arrive ici. Et ça me fait chaud au cœur de les voir et qu'ils soient là. Parmi nous, qu'ils fassent partie de la famille, toute une histoire. Donc merci d'être là encore aujourd'hui. Renaud, vous aussi, vous avez eu un coup de cœur en début d'année pour une certaine Patricia. Une certaine Patricia, ma belge préférée, exactement. J'ai eu un coup de cœur parce que, je m'en souviens très bien, c'est le 1er octobre, et c'est un jeudi. J'ai eu un coup de cœur, comment je vais dire ça? Simplement, je vais vous dire que j'aime les femmes. Je les aime pas de façon superficielle. Je les aime parce que je suis persuadé que c'est elles qui peuvent changer le monde et qu'on a besoin de prendre soin d'elles. Et du coup, quand j'ai vu la bêtise des hommes, et là je parle du genre, hein, des garçons, qui lui a été lancée au visage, ça m'a fait mal, tout simplement. Voilà. Alors, Patricia était venue nous voir pour la première fois le 28 août 2014 sur le thème « Comment réapprendre à vivre avec ce nouveau visage ». On va revoir tout de suite un extrait de son témoignage, un témoignage qui nous avait bouleversés. J'ai tout perdu. Ça a été jusqu'à 30% de mon corps. Patricia avait rompu avec son compagnon. Et alors qu'elle pensait qu'il avait accepté sa décision, ce dernier avait commis l'irréparable. J'ai reçu un premier jet d'acide où je suis tombée, je me dis qu'est-ce qui m'arrive, je voyais plus, je me sentais vraiment mourir. Oui, c'est une douleur indescriptible. Avec une sensation de brûlure? De brûlure, j'ai vu mon bras fondre et j'ai dit ça y est, mon heure est arrivée. Après 3 mois de coma, Patricia avait alors dû affronter son nouveau visage. En ouvrant la pharmacie pour prendre le savon que j'avais besoin, j'étais face à l'énorme miroir. Et là, vous vous touchez, vous dites, est-ce que je suis encore dans mon cauchemar? Non, mais le reflet, il est là, c'est bien vous. Et j'ai hurlé et je vous cache pas que... Et j'en avais voulu au médecin de m'avoir laissé en vie. Cet agresseur, il a été condamné, j'espère? Oui, il a pris 30 ans. Quand mon procès était terminé, j'ai dit, ok, tu sais ce que tu vas faire de ta vie. Mais non, j'aide beaucoup de femmes dans ce sens-là. Beaucoup d'émotions, évidemment, en revoyant ces images. Les bisous de Renaud. Patricia, comment... Et voilà, vous la refaites pleurer. Cette fois-ci, c'est moi. Comment vous vous sentiez en quittant notre plateau? Est-ce que ça vous a fait du bien de venir témoigner? En 2014? Oui. Oui. Oui, parce que en rentrant chez moi, j'étais vraiment fortement soutenue. J'ai reçu des messages à n'en plus finir et je me suis dit, vas-y, continue ton combat, quoi. T'es pas seule, t'as des gens derrière. C'est bien de parler, prouve, avance. Ça a été une sorte de déclic? Ça a été un déclic positif parce qu'avant, les gens, c'était plutôt un regard agressif, on n'osait pas me parler. Quand je suis arrivée sur le plateau en 2014, j'avais très peur des regards. Yvonne m'a mis directement à l'aise. Elle a eu aussi des mots très réconfortants. J'étais touchée. Alors, on va revoir les images de votre rencontre avec Renaud et de l'émotion qu'elle avait provoquée. Personnellement, je n'ai pas trouvé de mots pour décrire cette barbarie. J'en ai trouvé un, en revanche, pour décrire ces hommes qui s'attaquent aux femmes. C'est la lâcheté. Moi, je voulais adresser un message personnel en plus de ce message journaliste pour informer les gens à Patricia. Je vais vous dire que vous étiez très forte. Parce que s'attaquer à un visage, s'attaquer à une identité, et la vôtre, elle est toujours là. Je dirais qu'elle est renforcée. Il faut savoir que celui qui a cru vous voler votre beauté en abîmant votre visage,
il s'est trompé, parce que votre beauté, elle est là, je la vois toujours, et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à la voir. Voilà. Merci. Super. Vous êtes restés en contact tous les deux? Oui. Ah oui. Pour le 1er janvier, je n'appelle pas beaucoup de monde en général. Et j'ai appelé Stéphanie Guérin, Patricia et ma cousine. Stéphanie Guérin, c'est la productrice de l'émission. Je note que moi, vous ne m'avez pas appelé, c'est ça? Non, mais parce que j'avais pas encore votre numéro de téléphone. Oui, c'est ça. Vous aviez envie de lui dire un mot à Renaud, Patricia? Oui, oui. Continue comme tu es. Reste le journaliste tel que tu es. Change pas, améliore-toi, c'est pas moi qui dois te dire des choses. Mais la chose la plus importante que je tiens à te dire, il y a la liberté de la presse. Il y a la liberté d'expression. Tu m'as prouvé que tu avais la liberté du cœur. Et pour ça, je te remercie. Merci d'être revenue nous voir, en tout cas, Patricia. Sophie, maintenant c'est à vous qu'il va falloir rendre hommage, parce que depuis 6 ans, bien, on a découvert que vous aviez un talent caché. Un talent caché. Je vous laisse vous retourner vers l'écran, mais vous avez un cœur, un gros cœur. Il n'a pas raté le ha. Sans entraînement, hein. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Alors là, c'est terrible parce que. Et si, Et on, alors là si on se regarde, on est foutu. Je me dis, je me demande pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, moi d'ici. On y va. Bon appétit. Hey, il y a le petit déhanché. Ah ouais. Et voilà. Alors Sophie, il était prévu, il était écrit dans le conducteur de l'émission que je vous fasse danser. Mais il me semble qu'on a fait une soirée un samedi soir ensemble. Et j'ai vu Nicolas Sahuc qui vous a fait tourner lors d'un rock endiablé. Alors il y a compète. Je vais céder ma place. Il y a compète entre Maître Gégère et Nicolas Voilà. Sahuc. C'est deux manières d'approcher le rock différentes. Donc le public va devoir voter. Il y a la manière Arles, hein, un peu genre torero. Et puis il y a la manière vrai rocker. On sent le gars qui a passé du temps sur les pistes de danse. Donc je vais demander à vous deux de venir un par un danser avec Sophie, puis après on lèvera la main pour savoir Ah d'accord. à qui. On vote. C'est une battle alors. Bah oui. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do. But honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go! Nicolas, c'est à vous. Allez, allez, il y a du niveau. Ah, sur le même? Ah non. Alors non, on voudrait quoi, un autre morceau? Il y a un autre morceau en régie ou pas? Well, it's one for the money, two for the show. But if you get ready now, go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do. But honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Il est
meilleur sur des trucs un peu langoureux. C'est le sud un peu langoureux, Nicolas Saluc. Il est très bon là-dessus. T'es une bête. Faut remercier ma mère et ma tante qui m'ont appris. Voilà. Maître Gégère. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'une certaine Magali et nous dire pourquoi elle a vraiment compté pour vous ces dernières années? Magali fait partie de ces rencontres sur ce plateau qui m'ont cueilli. Véritablement, je dois dire qu'avec mon métier, j'ai quand même un peu l'habitude de rencontrer des gens qui sont dans des difficultés importantes, qui souffrent, mais elle avait en quelque sorte cumulé tellement de souffrances. Elle a perdu son frère dans des conditions sur lesquelles on reviendra peut-être, mais la relation qu'elle avait instaurée avec son frère était tellement pleine et importante qu'elle avait une souffrance et une culpabilité incroyables. Et comme je suis assez intolérant à l'injustice, ce qui m'avait vraiment touché chez elle, c'était justement cette culpabilité. Je ne supportais pas qu'elle se sente coupable d'un événement pour lequel elle n'était pour rien. Et voilà. On va lui demander de nous rejoindre. Merci d'accueillir chaleureusement Magali. Bonjour Magali qui a l'air en pleine forme. Magali, est-ce que ça vous étonne d'être ici pour cette dernière émission? Un petit peu, oui. Ça me fait plaisir, mais un peu quand même. Oui. Vous aviez senti que Maître Gégère était particulièrement touché par votre témoignage? Oui, je pense que le courant est passé tout de suite quand on s'est rencontrés dès le départ. Alors, votre frère était décédé depuis moins d'1 an. Lorsque vous êtes venu nous livrer votre histoire, vous étiez encore dans la douleur. On va regarder un extrait de cette émission qui a été diffusée le 12 mai 2011. Le chauffard a donné un grand coup de volant et il a percuté mon petit frère. Moins d'1 an avant de venir sur le plateau de Toute une histoire, Magali avait vécu un drame familial. Vous l'avez vu chuter, être éjecté de sa moto? J'ai couru vers lui en hurlant, en faisant des signes à tout le monde pour qu'il s'arrête parce que je sentais qu'il me lâchait, que ses yeux partaient et j'ai hurlé. J'ai dit Anthony, mon cœur me laisse pas. Le frère de Magali, âgé de 23 ans, succombera à ses blessures. Vous vous sentiez coupable? Non. De quoi vous vous sentez coupable? Parce que c'est moi qui lui ai demandé de venir avec moi et quand on en parle aux gens, ils comprennent pas. Ils disent mais non, c'est pas toi qui es responsable, c'est pas toi qui l'as voulu, mais bon, on a beau vous dire ce qu'on veut. Et à un moment, on arrête de parler et puis on dit plus rien. Et on garde pour nous et on s'enferme dans un isolement et on continue à avancer sans savoir comment ni pourquoi. Sur le plateau de Toute une histoire, Magali avait fait la rencontre de Maître Gégère. Vous avez un poids de culpabilité énorme, oui. Vous-même. Vous vous interdisez de culpabiliser qui que ce soit d'autre parce que c'est vous la coupable, c'est vous la responsable. Oui. Le jour où vous allez avoir ce procès va permettre de replacer chacun à sa juste place. Cette culpabilité, elle vous a hanté en permanence? Elle me hante encore, ça on l'enlève pas. Elle est encore là, cette culpabilité? Attention à ce que vous allez dire. Bien sûr. Ouais. Peut-être moins de culpabilité, un peu plus. Enfin, ça se transforme en responsabilité, puisque le coupable a été jugé, et puis. Je pense que c'est un peu différent, peut-être un peu plus léger. Ah, ça fait plaisir à Marc quand même. Parce que... Parlez-nous de Marc, justement, et de votre rencontre. Marc. T'as qu'à faire comme si j'étais pas là. Je sais pas si ça va te plaire. Vas-y. Non, c'est une personne qui a compté énormément, qui compte encore parce que justement il lâche pas les personnes qu'il a pu aider ou. C'est-à-dire que vous êtes en contact régulièrement tous les deux? Souvent, oui. Oui. Vous vous appelez? Oui, des mails, des messages. Qui ont parfois évidemment plus rien à voir avec ce pourquoi nous nous étions rencontrés, mais c'est ça aussi l'avantage du métier que j'exerce, c'est de pouvoir continuer à voir les gens évoluer et parfois avoir la chance de les voir évoluer dans le bon sens. Et le retour que ça vous renvoie est un retour d'une extraordinaire importance, quoi. On a souvent noté dans vos interventions votre dimension de psychologue, validée par Yvonne et Frédéric et David. À chaque fois, vous êtes aussi expert en psychologie, autant expert en psychologie qu'en droit.
Mais ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et d'ailleurs, j'en profite là, juste un petit mot, parce que je suis mal placé pour vous parler. Pourtant, j'ai envie de vous parler. Je fais un métier extraordinaire, parce que c'est un des rares métiers où on prête serment d'humanité. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette humanité, je l'ai partagée avec vous, et vous avez été au moins aussi capable de mon serment que ce que je ne le suis. Voilà, je voulais vous le dire. Un autre petit mot sur Marc Gégère? Non, mais ce qu'il vient de dire au sujet d'autres personnes, il peut le prendre. Ça lui va bien. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant à deux Biarros. Hein, ils viennent du Pays Basque. Enfin, je ne sais plus si c'est Biarritz, Biarritz même. Biarritz ça même. Bon, Francis et Olga. Ça va bien tous les deux? Oui, ça va, merci. On est content d'être avec vous pour cette dernière soirée. Nous, on est très contents que vous soyez là. Vous êtes toujours ensemble dans la vie? Toujours. Bon, parce que... Je vais avoir une médaille bientôt. Parce qu'alors, c'est pas faute d'avoir eu des disputes, hein, et on s'en souvient. On va regarder un extrait de vos différents passages sur notre plateau. Vous étiez venu la première fois nous parler de la retraite de Francis. J'ai l'impression quand même, Francis, que vous faites toujours exactement ce qu'elle veut, de manière générale. Oui, c'est sûr. Et vous, vous êtes prête à changer quoi pour lui plaire? Ah bon, moi, je suis parfaite, moi. Tu me demandes quoi faire? J'ai tout fait à la maison. Plus cool, mais je t'ai rien, pas sur la maison, mais d'être plus cool. Et tu nettoies pas même le jardin, il nettoie pas même pas le jardin. Non, mais je parlais quand même d'après, tu parles après quand même, parce qu'on est là comme ça. Francis, ils s'en prend plein la poire, hein, quand même, depuis le début de l'émission. Je suis habitué, j'ai fait de la boxe alors. Ouais, c'est vrai. Attendez, excusez-moi, Francis. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait, Francis? Mais je crois que je n'ai jamais offert des fleurs. Non. Je suis désolé. Bah, on salue, bravo. Alors, on l'a vu, vous êtes venu nous voir plusieurs fois. Hein. Quel est votre meilleur souvenir avec nous? Le meilleur souvenir, on avait fait, c'était le saut en parachute. C'est pas du tout conflictuel. Et elle était partie, c'était une surprise pour elle. Et moi, j'étais ravi pour elle. Parce que je sautais pas aussi. Hein. Et le changement radical pour Francis. C'est-à-dire? Ah bah depuis, chaque fois, c'est vrai que je lui dis souvent, oh, je vais appeler Sophie, moi, tu vas voir. Dès qu'il y a un truc qui va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, bon, attention, je vais appeler toute une histoire. Et alors, j'avoue que c'est vrai que là, l'idée du martinet, ce serait... et du coup, voilà, et c'est nommé grâce à vous et toute l'équipe d'ailleurs, parce qu'ils étaient là pour nous, hein, et ça... voilà, mais ils étaient là pour nous, en tout cas. Alors, on a entendu beaucoup le public rire hein, lors de vos témoignages. C'est ça le secret, elle vous fait rire, hein, Francis? Oui, alors il vaut mieux que je prenne à rire. Parce que sinon, ça serait déjà fini. Ça serait déjà fini, oui, certainement. Alors, je me souviens qu'on avait beaucoup parlé cuisine sur le plateau. Est-ce que Francis a suivi mes recettes? J'ai pensé à vous. C'est-à-dire? Eh bien, je vous ai préparé ce matin, je me suis levé pour vous, en pensant à vous, et un magret de canard qu'on a... Ah, bah ça c'est sympa. Je peux pas le manger là maintenant. Alors, je vais avoir du mal à le manger comme ça, mais bon... Alors, il faudrait quand même le découper. Bah oui, mais j'ai pas de couteau, j'ai rien, j'ai pas d'assiette, on le dégustera après l'émission. Alors juste, je vais commenter la cuisson du magret. Aux asperges, c'est une spécialité. Alors, mais déjà, c'est pas un vrai magret de canard. Ah bah si. Bon. C'est pas un magret de canard gras. Bon, alors il faut que je m'y remette. Il faut voir la peau, là. Vous voyez, donc vous l'avez fait revenir côté peau? Je vous expliquer pourquoi. Il l'a mis au four. Il a fait ça parce qu'il fait le repas diététique maintenant. Parce que quoi? Il fait le repas diététique. Il va pas manger le gras, il va manger... Oh là là, mais moi j'aime que le gras et les fruits. Il faut goûter d'abord. Écoutez, on ira au restaurant. Hein. Merci. Merci. Ça sent bon. Merci. Ça sent très bon. Alors, c'est le vin
5 heures ce matin pour ça. Vous êtes satisfaite de la cuisine qu'il vous fait maintenant? Il s'est amélioré dans le quotidien? On ne va pas demander l'impossible, Sophie. Merci en tout cas, c'est trop gentil merci d'être beaucoup. venu et de Merci m'avoir fait beaucoup. ce beau cadeau que je vais déguster dans ma loge juste après l'émission. Renaud, alors je crois que vous vouliez nous présenter 3 personnes dans le public. Stéphanie, Raoul et Bettina. Exactement, de la gauche vers la droite, c'est Bettina, Raoul et Stéphanie. Et ce sont des fidèles de l'émission puisqu'ils vous regardent tous les jours et ils vont vous expliquer pourquoi. Alors, Stéphanie doit commencer. Bonjour Stéphanie. Bonjour. D'où venez-vous Stéphanie? De Jouy-le-Moutier, à côté de Cergy-Pontoise. D'accord. Donc vous êtes une fidèle téléspectatrice. Depuis combien de temps vous regardez toute une histoire? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis le début. Qu'est-ce que vous aimez dans cette émission? J'aime tout. Moi, j'aime les gens, donc c'est une émission que j'aime parce que ça raconte l'histoire des gens. Et j'aime pas forcément les histoires extraordinaires. Et c'est ça qui est bien, c'est que parfois c'est des histoires relativement simples et belles, et parfois drôles, et parfois tristes. Et quand c'est drôle, c'est jamais traité avec moquerie. Et quand c'est triste, c'est jamais traité avec voyeurisme. Donc c'est ce que j'aime. Raoul, bonjour Raoul. Alors vous venez d'où vous Raoul? J'habite Paris 13e. D'accord, vous regardez tous les jours? Moi depuis... Alors non, parce que quand je suis chez moi, je peux regarder. Ouais. Donc, je travaille dans la restauration entre 14h05 et 15h05. Ouais. Programmé où je regarde quand je rentre le soir. D'accord. Et il y a un moment où vous avez regardé... Ah, il y a un moment où vous faisiez partie de ma vie, si on peut dire. Il m'est arrivé un accident et je suis resté 54 jours à l'hôpital. Ouais. Et entre 14h05 et 15h05, il fallait pas venir me voir. Ah bon. Pas d'infirmière, pas d'examen, rien du tout. Et à la fin, ils avaient compris qu'il fallait pas venir me voir à ce moment-là. Moi, j'avais entendu, tiens, il regarde son émission, il faut surtout pas venir lui casser les pieds. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimiez Déjà, le contexte de l'émission, comme a dit Stéphanie, les personnes qui sont sincères. L'émission est super sensible. En plus, il m'est arrivé une chose, entre guillemets, qui a été brutale dans ma vie, je veux dire. Ma mère est partie comme ça. Un jour, elle est partie à 14h30. Non, plutôt, 14h30, elle allait bien. 16h30, elle est décédée. Voilà. Et ça m'a... J'ai regardé plusieurs fois l'émission. Et une fois, j'ai regardé une émission où il y a Frédéric qui a dit une belle phrase. Les gens ne meurent vraiment que lorsqu'on les oublie. Et cette phrase, elle m'a aidé, mais à un point tel... vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer, cette phrase... Cette phrase, je l'ai notée là en 2010. Et quand j'ai un coup de blues, ça m'arrive de temps en temps, je la regarde à chaque fois. Et je pense à vous et je vous en remercie à chaque fois. Un petit mot de Frédéric, peut-être? Si vous en êtes capable, Frédéric. Je suis très touchée parce que ça arrive souvent que je reçois des messages où les gens me disent « j'irai jamais voir un psy ». Mais ce que vous avez dit dans cette émission, je me suis sentie concernée et ça m'a aidée. Et en fait, cette émission, elle provoque ça aussi. Elle provoque des déclics, elle permet des prises de conscience, elle permet d'avancer, elle permet de se poser des questions. Et puis, j'ai adoré la faire avec vous. Bah, moi aussi. Sophie, puisqu'on donne la parole aux téléspectateurs, il y en a un qui vous regarde tous les jours et qui voulait vous adresser un message de manière personnelle. On va regarder. J'aime beaucoup l'émission Toute une histoire. D'abord, elle passe à la bonne heure. Elle se savoure avec un bon café. Ensuite, c'est Sophie Davant qui la présente. Et j'adore sa façon d'écouter les autres avec attention, avec respect, mais aussi avec beaucoup d'humour et de la légèreté. Ensuite, c'est une émission qui se passionne pour les êtres humains, qui essaie de comprendre comment ils se sont construits, comment ils se sont déconstruits, reconstruits. Et vous savez, moi, je suis romancier, je suis dramaturge. Ça veut dire que j'ai la passion des autres. Alors, parfois, la vie des gens est une comédie, parfois c'est une tragédie, mais c'est toujours un roman. Et c'est pour ça que je vous propose d'appeler cette dernière émission, non pas toute une histoire, mais tout un roman. C'est bien sûr Eric Emmanuel Schmitt.
Oscar et la Dame Rose, Mille Arepas et j'en passe. Alors, je le remercie beaucoup. Je ne suis pas surprise parce qu'il me l'avait déjà dit, tout ça, et j'avais été impressionnée de voir qu'un romancier pouvait s'inspirer. Mais ça ne m'étonne pas en même temps, parce que les romanciers s'inspirent de la vie. Donc merci Éric Emmanuel, et vous savez à quel point je suis fan de vous et de vos livres. Frédéric, votre coup de cœur, alors il a fallu en choisir un. Et j'ai eu beaucoup de coups de cœur, mais ça a été vraiment une évidence. Parce que moi, qui ne crois pas beaucoup aux coups de foudre en amour me concernant, des coups de foudre amicaux, il y a avec vous. Et puis avec Sandrine. Sandrine, sur le plateau, j'ai été happée par son regard. J'ai été bouleversée par elle, par son histoire, parce qu'elle rejoignait la mienne. Et que cette émission, c'était important pour moi de la faire, puisqu'elle parlait de suicide. Et j'ai pu parler de mon histoire, du suicide de mon père, et c'était une manière, 20 ans après, de boucler une boucle. Et cette jeune femme, elle me rappelait la jeune femme que j'étais à l'époque, et son parcours de vie, sa dignité, sa sensibilité m'ont bouleversée. Et j'ai vu en elle une future aidante de grande qualité. Et je suis heureuse de savoir aujourd'hui qu'elle fait un chemin dans ce sens. Alors on va découvrir un extrait de son témoignage et l'accueillir juste après. C'était le 8 mai 2015. J'ai envie de leur rendre hommage parce que c'était des gens bien. C'est avec beaucoup de courage que Sandrine était venue témoigner au sujet du suicide de ses parents. Qui s'est donné la mort au sein de votre famille? Dans un premier temps, mon père, il y a 2 ans et demi, et ma mère, il y a 1 mois. Elle avait alors dû affronter le traumatisme de ces morts brutales. Pour mon père, c'était plus de la colère. Face à son geste, qui ne nous a pas laissé la possibilité de l'aider un peu plus. Celui de votre mère, je ressens pas vraiment la colère. Non, là. Non, je la comprends. Je la comprends. Parce que quoi, vous dites quoi? Que sa vie lui était devenue insupportable? C'est ça. Qu'elle était incapable de vivre sans mon père. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Particulièrement touché par son histoire, Frédéric Farigou avait aidé Sandrine à mieux appréhender l'avenir. J'ai dû faire face à cette épreuve du suicide, puisque mon père s'est suicidé il y a 20 ans. Je me sens très proche de Sandrine, et puis tout ce qu'elle décrit, ça décrit bien les sentiments qu'on peut éprouver à la suite d'un suicide. Ça fait vivre des émotions tellement différentes, tellement contrastées. Mais après, c'est important de se déculpabiliser pour pas vous encombrer de culpabilité, parce que vous n'êtes coupable de rien. Il faut réussir à en parler, ça fait partie de ma thérapie. Alors j'imagine que vous êtes restés en lien toutes les deux. Ça vous fait plaisir de la revoir aujourd'hui? Oui, beaucoup. Je suis très touchée qu'elle soit là. Votre vie a changé après votre passage dans notre émission? Oui, ma vie elle a changé. La rencontre avec Frédéric, les échanges, la compréhension, l'écoute, enfin tout ça, voilà, ça m'a aidé à avancer. Quel message vous souhaitiez faire passer en revenant pour cette dernière émission de Toute une histoire? J'avais surtout envie de dire à Frédéric de ne pas changer. Arrête de pleurer. Je peux pas. C'est justement en ça qu'elle ne doit pas changer. Mais voilà, elle est entière, elle est naturelle, elle est un peu un modèle pour moi. Merci d'être venue. Renaud, c'est vous qui connaissez la suite. Eh bien, on vous a préparé un petit magnéto, comme on dit, parce que Sophie, vous êtes une grande émotive. Alors, on va passer eh bien, du rire aux larmes. On regarde. Pourquoi vous êtes là tous les deux aujourd'hui? Tout d'abord pour rendre hommage à notre sœur. Alors, qu'est-ce que vous pensez vraiment d'elle? On est déjà tout d'abord très fiers d'elle, énormément. C'est une fierté, vraiment, c'est... Donnez-moi, j'ai un petit aux yeux. On voulait aussi lui dire qu'on l'aime aussi, vraiment. On l'aime vraiment beaucoup. Tout ce qu'elle a fait pour nous, c'est incroyable.
Je pleure parce que j'ai vécu la même situation, donc voilà, je me revois au même âge et c'est vrai que c'est des moments émouvants. C'était quoi? Je m'étais promis de pas pleurer. Mais ça fait du bien de pleurer. Laissez les larmes sortir, ça va vous faire du bien. On va accueillir tonton Eric qui va faire une distribution de mouchoirs, voilà, parce qu'on en a tous besoin. Là. Ah, voilà. Merci. Yvonne, un petit mouchoir, non? C'est bon. Bon, voilà. Respirez par le ventre, là. Il est tout noué, votre ventre. Un grand coup. Oui. Excusez-moi. Bonjour, Sébastien. Ça. Oh, bonjour. T'es jolie, dis donc, tu me souris, c'est trop joli. Mais on se connaît, moi, je t'ai déjà vu dans le ventre de ta maman. Je vous en prie, asseyez-vous, mon sujet. Asseyez-vous, Gérard. Non, mais pas à ma place, vous êtes gentil. Sa présence a été réconfortante. Ah bah oui, mais oui. Vous êtes sûr qu'on parle bien de vous, là, hein? Attendez, on va arrêter parce que là, j'ai le prompteur qui fait que sauter et là, j'ai la caméra qui, je sais pas où elle est. Elle est partie dans le décor. Là, c'est vous sur la photo? Non, c'est pas moi, non. C'est extraordinaire, quand même. Je fais des photos super, hein. On attend que notre invité... Ah, mais il est là. Pardon. Vous ne vous étiez pas fixé des barrières, jamais une patiente? Si, tout à fait. Enfin, en l'occurrence, les patientes sont des animaux. Pas mais... les patientes. Jamais la... Bon, c'est bien parce qu'il faut pas se... Hop, bien, on s'assied comme ça. Regarde, on va faire... Bon, c'est la dernière de toute une histoire. Aujourd'hui, nous sommes tous très émus. Nous voulions célébrer tous ensemble ces 10 belles années passées en votre compagnie, à vous écouter, à vous conseiller. David Lefrançois, vous êtes arrivé dans notre équipe cette année. Vous aussi, vous avez été particulièrement marqué par un invité. De qui s'agit-il? C'est Patrice Carteron. Patrice Carteron, 12 fois champion du monde, boxe thaïlandaise et kickboxing. Et 1m98, vous allez voir, c'est un très beau gaillard, un très grand monsieur, mais moi, il ne m'a pas impressionné par sa puissance de frappe, il m'a impressionné par sa puissance de cœur, sa capacité à dire les choses, c'est un être vrai. Et vous voyez, ce qui m'a toujours plu dans cette émission, j'ai trouvé que c'était une source d'inspiration, il suffit de voir les témoins, chacun, on peut se retrouver dans son histoire et de se dire, tiens, eh ben moi, si je rencontre une difficulté un jour, c'est peut-être une voie, une stratégie que je peux mettre en place dans ma vie pour passer à un niveau supérieur. J'ai trouvé que cette émission, elle était pour moi la perfection du service public parce qu'elle permettait ça. Et quand j'ai vu Patrice, il m'a impressionné parce que son langage, son discours, sa posture, elle permettait à tout un chacun de se dire, eh ben même si j'ai une enfance difficile, je peux m'en sortir, je peux rebondir et réussir. Alors on l'accueille.
Bon, ça va. Ça va, ça va. Et encore, j'ai des talons. Regardez la différence de pied, pardon, hein, je me permets. Regardez ça. Impressionnant, hein. Vous chaussez du combien? 49. Bravo. Vous avez vu, Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, allez, Tout en vous très asseyez. sobre, Ouais, très sobre. Bien. naturel. Alors, pendant que vous essayez, on va revoir un extrait du reportage qu'on avait réalisé avec vous. C'était le 2 février dernier. Ok, deuxième 10. Comme ça, comme ça. En fait, les gens ici, ils ont besoin d'espoir. Tu vas leur donner un coup de chance dans tout. Tu vois, c'est comme quoi, des fois, tu rencontres un prof et c'est lui qui va faire que d'un coup, tu vas aimer les études. Ben, c'est pareil. Moi, je donne un coup de pouce. Il est dur. C'est des entraînements qui sont très rigoureux, mais je pense que sans rigueur, on n'arrivera à rien. Si on veut au moins essayer d'atteindre son niveau, il nous faut de la rigueur. Quoi qu'on fasse dans la vie, il faut de la rigueur. À l'école, au travail, et c'est la même chose pour l'entraînement. Droite de loin, allez, go. Distance, droite, voilà. Shoot. Ok. Je veux qu'ils apprennent à se contrôler, à se maîtriser, à garder la tête froide. Même dans des situations où ils ont la haine. Donc, si j'arrive à leur faire ça, c'est déjà beaucoup. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le pouce. On est tous les murs qui nous bloquent. C'est vrai qu'on avait été émus par sa tendresse. Hein. Quelle a été la réaction des gens après la diffusion de notre émission? J'étais surpris. Moi qui est connu pour être une crapule dans la boxe, je reçois des messages, oh, vous m'avez touché. Des gens, c'est pas trop massif, là, vraiment c'est 15, 35 ans qui me suivent. Des gens de 50, 60, 70 ans qui me disent, ah, j'aimerais un fils comme ça. Je dis, oh, ça fait plaisir. Je dis, je suis adoptable. Hein. Je dis, voilà. Donc j'ai regardé partout, je voyais plein de messages tous les jours. Et j'étais étonné parce que moi c'était la première fois, quoi, un truc comme ça. Vraiment, ça m'a touché. Alors, vous étiez exprimé ce jour-là sur les attentats qui venaient d'avoir lieu à Paris. Pourquoi c'était important pour vous de vous exprimer? Parce que nous, j'appelle ça la majorité qui ne parle pas, c'est-à-dire la majorité silencieuse. On est là, on est français, on vit ici, on pense être tous les mêmes, juifs, noirs, arabes, etc. Et on a tous été touchés par ça. Moi, je suis patriote, je vis et je mourrai ici, quoi qu'il arrive. Et je ne pouvais pas supporter que 130 personnes crèvent ici et que certains l'ouvrent, comme l'histoire de Charlie Hebdo, etc. Ça a commencé là, que ça m'a arraché le cœur. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais obligé de dire ce que je pensais bien comme il faut. Et puis, le lendemain, je revois, c'est pareil, j'étais surpris. Je pensais que moi qui me faisais insulter pour ça. Je recevais des messages de partout. En fait, je me suis rendu compte que la majorité silencieuse, elle s'est mise à parler. Et dernière chose qui me fait plaisir, c'est depuis l'émission, eh bien, il y a beaucoup de sportifs, pas forcément d'origine d'immigrés, eh bien, ils n'osaient pas dire je suis français, je représente la France ou quoi que ce soit. Eh bien, maintenant, je les vois, ils chantent la Marseillaise dans les galas de boxe. Ils disent, quand on leur dit, ouais, qu'est-ce que. Moi, je suis français. Le mec. Donc... Bravo. Magnifique. Regarde la différence de main. Alors, si on avait eu plus de place sur le plateau, nous aurions aimé bien sûr recevoir tous nos invités car ils ont tous quelque chose de spécial. Cela n'a évidemment pas été possible, mais certains d'entre eux ont tenu à nous envoyer un message. On regarde. Toute une histoire, c'est une émission à caractère un peu thérapeutique. C'est le témoignage de quelques-uns d'entre nous pour le bien-être de nous tous. Bravo et merci. Merci. Salut tout le monde, c'est Théo de Fabritus. Je suis venu en septembre 2014 et en mars 2015 sur le plateau. Voilà, je fais des gros bisous à toute l'équipe de Toute une histoire. Un grand merci à Sophie Davant, à l'autre Sophie qui se reconnaîtra. Et voilà, j'espère que tout le monde fera bonne route. Je vous embrasse très fort, je pense souvent à vous et vous me manquez. À très bientôt, j'espère. Suite aux 2 passages à Toute une histoire, j'ai reçu énormément de courriers. Un grand merci à Sophie Davant et toute son équipe qui ont été formidables. C'est grâce à ce genre d'émission qu'on peut faire progresser aussi bien la recherche que les erreurs médicales. Voilà, merci à Sophie et à toute l'équipe et en tout cas une très bonne continuation. Merci à toute l'équipe de nous avoir permis de partager notre combat contre la maladie de Crabbe sur les émissions du 29 février et du 11 mai. Grâce à cela, les spectateurs ont été vraiment très généreux et ça va nous permettre de partir au Canada pour une durée de 3 mois pour suivre la thérapie tant attendue. Donc c'est vraiment un cadeau inestimable et on vous remercie infiniment. Gros bisous.
Bonjour, suite à mon passage le 24 mars dernier, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages du monde entier. Tous ces témoignages de sympathie et de soutien magnifiques ont été pour moi un précieux réconfort. Merci à toute l'équipe, Sophie Davant, Marc Gégère, Coralie et l'ensemble des personnes qui m'ont permis de vivre une expérience riche en émotions et inoubliable. C'est Erwin. J'ai participé à la première mission de l'année de toute une histoire sur le sujet « Je ne savais pas que mon enfant se droguait ». J'étais très heureux de témoigner avec vous mon parcours et je sais que cela a pu aider beaucoup de téléspectateurs. Aujourd'hui, je continue mon chemin de reconstruction et je suis vraiment heureux dans ma vie. Bonjour, je suis Valérie Gisclard. Vous m'avez vu dans l'émission Toute une histoire il y a 3 ans sur le thème « Mon conjoint est handicapé ». Est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il s'en va? Eh bien, il est toujours là au bout de 3 ans. En tout cas, nous tenons à remercier avec mon petit mari d'amour toutes les personnes qui nous ont donné du temps de parole, Sophie, tout le staff, les journalistes, parce que c'est un travail derrière qui est phénoménal. C'était toute une histoire, c'était notre histoire, c'était leur histoire, c'était une très belle histoire. On vous embrasse tous très fort. Merci. Merci à vous. Je voudrais qu'on salue Sophie, la journaliste qui a été citée pendant le reportage. Et puis, juste vous dire qu'on se réjouit pour le petit Eden, je crois qu'il s'appelle Eden, qui part au Canada et qui, grâce à vous, va peut-être pouvoir être soigné ou pris en charge pendant quelques mois avec ses parents au Canada. Nicolas Sahuc, j'en viens maintenant à vous. Vous êtes arrivé dans l'équipe en 2012. Vous dansez très bien le rock. C'est une certitude. Quel invité vous a marqué? Alors, bien sûr, c'est toujours compliqué de prendre quelqu'un, mais de symbolique. Hein. Et dans ma spécialité, aussi bien l'anorexie que la boulimie que l'obésité. Là, j'ai pensé à Sandrine, du coup, cette fois-ci. Parce qu'elle commence à mener un combat dans une région où il y a très peu de spécialistes. Et ça, c'est une difficulté en France. On a très peu de spécialistes dans les troubles alimentaires. Et là, elle commence à monter une association en partenariat avec une association nationale. Et voilà, je voulais la soutenir un peu dans cette démarche. Alors, elle va nous rejoindre. Sandrine, merci de... Alors Sandrine, vous étiez venue le 17 avril 2013 nous parler de votre problème alimentaire, l'orthorexie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Alors l'orthorexie, c'est l'obsession de manger le plus sain possible. C'est tout dans le contrôle. Toute sa vie est faite autour d'une seule assiette où on voit plus la valeur nutritionnelle que le plaisir, bien sûr. Et puis aussi, j'étais aussi dans l'anorexie. Donc j'avais vraiment 2 troubles à gérer. Et vraiment, l'orthorexie a été pour moi une vraie prison. Alors, on va revoir un extrait, Sandrine, de votre passage à l'émission. C'était il y a 3 ans. Je souffre depuis 10 ans d'autorexie. On n'a pas de vie de femme. On ne veut pas imposer ses calvaires à quelqu'un d'autre aussi. Donc on se met en retrait de pas mal de choses. Pourquoi vous n'en parlez jamais avec elle? Je sais pas, ça a été dans une habitude. C'est devenu tabou très rapidement. Et quand j'étais jeune, que je lui posais ces questions-là, c'était des réponses évasives qu'elle me donnait. Que c'était une habitude, elle me disait. Quand on est jeune, on n'imagine pas tout ça, tous ces problèmes liés à ces troubles. Le cerveau est en état de stress permanent. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il produit toujours ces états, ces obsessions, ces difficultés, qu'on a des syndromes de dépression, qu'on a des difficultés de stress, d'isolement social. Tout ça, c'est concomitant, en fait, au fait de ne pas assez manger. Donc, vous nous avez dit, vous êtes ému? Oui. Le passage dans notre émission vous a aidé à lutter contre la maladie? Aider, vous voulez dire sauver la vie? Parce que j'aurais attendu 6 mois de plus, je pense que je serais morte. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas a su trouver les mots? Oui. Déjà, j'ai osé rompre mon isolement, parce que j'ai répondu à l'appel à témoins. Et surtout, Nicolas, merci. Parce qu'enfin, j'ai entendu les mots. Et ces mots m'ont fait un bien fou. Et puis aussi, il y a eu... de la part de mon fils, un grand merci. Parce qu'en plus de m'avoir sauvé la vie, il a sauvé l'avenir de Bastien.
Donc voilà les répercussions. Nicolas, vous êtes ému? Je crois qu'il faut toujours rester humble par ce qu'on peut déclencher chez les gens. Bien sûr, ça fait toujours plaisir à entendre. On se dit, ben oui, on a été là au bon moment, on a dit les bons mots qui nous ont sortis comme ça. Et bon, ben voilà, c'est une histoire de rencontre. C'est grâce à l'émission, l'appel à témoins, vous, et puis voilà, on se rencontre. Et puis ben ça marche, ça match, et ben tant mieux. Et... On se réjouit vraiment, Sandrine, que vous alliez mieux aujourd'hui. Merci d'être venue. Samuel, vous, c'est un autre Sébastien qui vous a touché. On avait admiré sa force de caractère malgré le traumatisme qu'il avait vécu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui? Oui, Sébastien, c'est quelqu'un qui avait effectivement subi des violences sexuelles très douloureuses dans l'adolescence, à un âge où effectivement ça peut être très difficile de comprendre ce qui nous arrive. Généralement, moi, les invités qui me marquent le plus, c'est plus ceux qui ont des problèmes à résoudre. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est plus lui d'abord dans son témoignage très authentique, très sincère, très simple. Et à la fois très lucide, c'est-à-dire où tout est à sa place, c'est-à-dire que le souvenir, qui pourrait être un souvenir traumatique, reste dans le passé. On voyait qu'il était déjà, tu te rappelles donc, parce que tu étais là aussi, que le souvenir restait à sa place, c'est-à-dire dans le passé, qu'il n'y a plus de confusion, il n'y a pas de confusion entre l'auteur, la victime, voilà, on sait qui est l'agresseur, qui est la victime. Pas de culpabilité non plus, ça c'est important. Et puis, s'il y a eu de la honte, en tout cas, le fait de venir ici, ça a pu participer au fait de l'affronter et de voilà. Et dernière chose, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est cette pudeur, en fait, qu'il pouvait y avoir en même temps. C'est-à-dire, il n'y avait pas de côté exhibe ou théâtralisé. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très touchant. Alors, on va l'accueillir, Sébastien. Oui. Sébastien, oui. Beaucoup de charisme, disait Frédéric. J'ai entendu ça comme ça. Hop. Vous n'avez pas hésité une seconde quand on vous a demandé de revenir. Pourquoi? Pour témoigner qu'après des viols, on peut s'en sortir. Malgré les souffrances qu'on a subies, les agressions, je suis la preuve vivante, déjà que les hommes, on peut être aussi violés, et qu'on peut s'en sortir avec une bonne thérapie et réussir à porter plainte. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de vous, ils ne doivent pas être nombreux, eh bien, je propose de revoir un extrait de votre histoire en images. C'était ici même le 21 janvier dernier. Personne n'aurait cru qu'un type aussi sympa puisse faire du mal à des gamins. À l'adolescence, Sébastien avait été violé pendant 4 ans par un proche de sa famille. Une situation dont il n'avait jamais osé parler à personne. Mes parents, ils avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, mes parents, c'est qu'avant de me ramener à la maison, ils me violaient et 5 minutes après, ils buvaient le café avec mes parents. On est sans voix, on est piégés, quoi. On est là, qu'est-ce qu'il faut faire Et puis après, ça a été des menaces. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, t'en parles pas, sinon je dis que t'es un homosexuel. Bon, moi je faisais du rugby, donc avec l'image du rugbyman, un homosexuel, enfin voilà, c'est pas très viril, on va dire. Malheureusement, voilà, ils nous tenaient avec ça. Sébastien, devenu un joueur de rugby professionnel, s'était alors confié à ses proches. Après 18 ans de silence, il avait même porté plainte. D'avouer tout ça, ça a été dur. La réaction des gens a été encore plus difficile, parce que quand on dit ça en famille, on est le caillou dans la chaussure. Hein. À quelle peine a-t-il été condamné? 10 ans ferme. Pour nous, 10 ans, c'était une victoire. Et c'est là vraiment où, quand je l'ai vu partir me noter, où je suis passé d'un monde de haine à un monde de bisounours, comme je dis, j'étais apaisé, enfin apaisé. Là, ça avait fait du bien, honnêtement. Une fois le procès terminé, Sébastien avait créé une association afin de lutter contre la pédophilie dans les milieux sportifs. Sous la douche, qui a le droit, du moment que vous savez vous doucher, qui a le droit de toucher votre corps? C'est intime, t'as dit le mot. C'est ma reconstruction. Même si maintenant je pense que je suis guéri de mes viols, même si un viol c'est un handicap à vie, j'en ressors grandi et puis fier aussi de pouvoir faire tout ça pour ces gamins. C'est la meilleure des thérapies. Sébastien, votre participation avait été bien accueillie par votre entourage? Pardon. Votre entourage a bien réagi à votre participation dans l'émission? L'entourage d'une victime, c'est toujours compliqué, parce qu'on est mis à l'écart. Ouais.
c'est plus les personnes qui me connaissent qui ont réagi positivement. Alors j'ai reçu aussi plein de messages. Et suite à l'émission, j'ai reçu plus de 200 témoignages de victimes, notamment une de Paris. Alors j'ai perdu son numéro. C'est un papy de 77 ans qui a délivré son passé. Je suis le seul à le savoir. Donc s'il écoute, j'aimerais l'avoir à nouveau au téléphone parce qu'il m'a appelé juste après l'émission et j'ai pas pu parler longtemps avec lui parce que j'avais justement beaucoup d'appels. Et bon, voilà. Ça a libéré la parole de beaucoup de victimes en tout cas. Et vous aviez déjà fait un beau chemin avant de venir nous voir, mais vous en êtes où aujourd'hui? Mais je suis à 100% dans l'association depuis le 1er janvier. On a créé une application où on a créé un petit guide où ce petit guide permet aux parents de sensibiliser les enfants sur ce sujet, puisqu'on sait que c'est un sujet tabou en France. Et donc ça les aide à parler de ça avec les enfants et de voir surtout où ils en sont par rapport à des situations et par rapport à ces prédateurs. Et c'est toujours important de parler, hein? Si les parents parlaient davantage de sexualité avec leurs enfants, il y aurait moins d'apprentis, de maîtres d'apprentissage sexuel qui se nommeraient ou qui se désigneraient. Bien sûr. Samuel, vous voulez rajouter un mot? Oui, quand vous disiez oui, c'est important de se raconter. Effectivement, je crois que c'est Perls, le fondateur de la Gestalt thérapie, qui disait tout ce qui ne peut pas être crié va s'inscrire durablement dans l'organisme et après ça nous ronge de l'intérieur. Je crois que c'est encore plus vrai pour tout ce qui est exposition traumatique. C'est que même ça peut nous pousser ensuite à agir ou à être quelque chose ou quelqu'un qui nous correspond pas ou qui nous appartient pas. Donc oui, effectivement, s'exprimer, c'est important. Laurent Carilla nous a rejoint. Merci d'être là, cher Laurent. Vous nous accompagnez depuis quelques mois. Je crois que vous aimez beaucoup participer à notre émission. Pour quelle raison? Je suis addict à vous, je suis addict à l'équipe. Je suis addict à certaines personnes dans l'équipe. Je précise qu'il est addictologue. Hein, vous mais il est très addict dans la vie à plein de choses. Hein. Je me suis éclaté dans cette équipe. Ouais. Super équipe, une famille. J'étais accueilli dans une famille. Ouais. Une spéciale dédicace à Stéphanie Guérin, qui est la vision absolue. C'est quoi? Vous disiez quoi? Pardon? Vous disiez quoi à propos de Stéphanie? Elle est visionnaire, ouais. elle sait exactement lire dans le cerveau des gens avec qui elle bosse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, elle m'impressionne parce qu'elle me parle dans l'oreillette. Moi, j'ai jamais mis d'oreillette. Ouais. Mais elle est dans des trucs. Elle arrive elle sait, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle sait ce que je suis en train de penser alors que moi, je ne l'ai même pas réalisé. Exactement. C'est quand même un truc de dingue. Elle le fait aussi par texto, elle le fait bien. Et j'ai un autre regret, c'est de ne pas avoir fait une émission avec Frédéric. J'aurais rêvé faire. Ah, vous n'avez jamais partagé l'affiche avec Frédéric? Donc j'ai proposé avec Frédéric, on va se faire une émission tout seul avec un smartphone. Et puis aussi à Benoît, j'ai bossé beaucoup avec Benoît, qui est énorme comme mec. Juste, on parlait de Stéphanie que j'ai dans l'oreillette et qui a été avant dans l'oreillette de Jean-Luc, qui a été très proche de Jean-Luc. Et moi, elle m'a bluffé le jour où elle est passée dans mon oreille après Jean-Luc, parce qu'elle a su s'adapter très vite. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel qui a dirigé toute cette magnifique équipe. On n'a pas salué les rédactrices en chef, là. Est-ce que vous pouvez saluer vos rédactrices en chef, messieurs les journalistes? Alors, Laurent, de qui vous vouliez nous parler aujourd'hui? Alexandre, c'était un... Enfin, j'ai eu beaucoup de témoignages super touchants sur les émissions, mais Alexandre, il m'a touché sur le truc, c'est que, en fait, il vous guérit de vos angoisses, en fait. Il a vécu un truc à 2000 à l'heure. C'est sex, drogue et rock'n'roll. Enfin, il n'y a pas trop de rock'n'roll, mais un petit peu. Et surtout sex, drogue. Et regardez ce qu'il est devenu. Que des trucs que vous avez en commun, finalement. Pardon. Vous avez beaucoup de choses en commun. C'est ma projection neuronale. Eh bien, dites donc, Alexandre, comment vous recevez ça? Avec honneur, en tout cas. Je suis ravi déjà de revoir Laurent. Et puis c'est vrai que je voulais lui dire quelque chose, c'est que quand j'ai eu mon accident, j'étais très réticent à avoir des psychologues. Ils n'avaient pas forcément l'approche, en tout cas, qui moi me correspondait. Et si à l'époque j'avais eu un psy comme toi, je pense que vraiment j'aurais été beaucoup plus attentif à ce qu'ils avaient à me dire, vraiment. Sympa, merci. Mais je te jure. Merci. Alors Alexandre, vous étiez venu nous raconter votre accident de vie. C'était le 26 novembre dernier. On va regarder un extrait de votre témoignage.
La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je veux pas ça, je veux pas vivre comme ça, je vais me tuer. Alexandre était venu sur notre plateau pour nous parler de l'accident de moto qui avait bouleversé sa vie. Je sors, je vois la moto de mon beau-père garée devant la maison. Je me rends jusque chez deux de mes amis et j'ai le malheur de dire tu vas voir, je vais passer à 200 devant toi. Et puis mon manque d'expérience faisant, à 180, j'ai perdu le contrôle et je me suis fracassé dans un mur en frontal. Très vite, le diagnostic des médecins est tombé. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé? On m'a dit, voilà, tu ne seras jamais autonome, tu auras besoin d'assistance tout au long de ta vie. Donc à ce moment-là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est les pires des idées. Donc voilà, le projet, il était là, c'était de me mettre un coup de couteau au départ. Je pensais en mettre un, j'en ai mis 28. J'ai fait ça à minuit, on m'a trouvé à 6 heures, j'étais toujours conscient, en train d'attendre la mort. Mais rapidement, sa rage de vivre avait permis à Alexandre de reprendre goût à la vie. En regardant une émission, tu découvres Bruno de Stabenrad, qui lui aussi est tétraplégique. Et je le vois donc à la télé, souriant, bonne gueule, vraiment sympa, qui parle de son rapport aux femmes, etc., etc. Et je me suis dit, si lui, il y arrive, moi aussi. C'est probablement un facteur, mais je pense qu'Alexandre aussi a cette force. Il a un mental super fort. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a aussi son entourage. Mes amis m'ont toujours dit, et c'est ce que je voulais aussi, ok, t'es en chaise roulante, mais pour nous, n'espère pas qu'on te considère comme une personne handicapée. Donc on ne fera pas de cadeaux, et ça m'a permis de faire plein de choses. Alors Alexandre, il paraît que vous étiez au Festival de Cannes le mois dernier. C'était comment? C'était sympa, comme chaque année. Ça fait 8 ans que je fais les événements là-bas. Ouais. Donc vous organisez des événements là-bas? Oui, je fais les événements chaque année. Et depuis que j'ai créé ma fondation il y a 3 ans, les événements que je fais sont au profit de la fondation d'ailleurs. D'accord. On voit une petite photo de la montée des marches. On a fait une belle campagne en partenariat avec le festival d'ailleurs, qui s'appelait Les Stars se mobilisent pour la mobilité. Et donc on a monté physiquement les marches du festival grâce à l'aide des célébrités que vous pouvez voir là. Donc voilà, pour moi, c'était une belle symbolique par rapport à ma fondation. Ouais. Et dans votre vie, comment ça va? Tout va bien, toujours plein de projets. Voilà, je pars dans quelques jours vers le Mont Blanc avec les pompiers de Paris. Ouais. Comment? Donc on part à plusieurs en fauteuil roulant. Ouais. Et avec l'aide de 15 assistants qui vont nous aider à faire de l'alpinisme en haute montagne pendant 3 jours. J'ai horreur du froid, mais j'ai décidé de le relever. Mais c'est une sacrée expédition, hein. Ouais. Très bien. Merci en tout cas. Un mot peut-être de Laurent sur Alexandre. Alexandre, il est la définition même de la rédemption, pas forcément sur les problèmes addictifs, mais sur les problèmes de vie. C'est la reconstruction absolue, c'est aller plus loin, aller plus haut, mais en contrôlant les choses. Et il le fait. J'aurais adoré faire le Mont Blanc avec lui, même si je suis un flemmard. Bravo en tout cas. Merci d'être revenu. Merci à tous d'être revenus. Oui. Merci. Parce que j'avais plein d'a priori sur l'émission. Pas de baratin, vous savez, moi je suis comme ça. Et puis en fin de compte, il m'a parlé et franchement, c'est vraiment une bonne personne. Parce qu'il m'a appelé une fois, j'ai dit non, 2 fois. Et franchement, c'est une bonne personne. C'est Marc. C'est vraiment un mec bien. C'est un super bien. Et moi, je ne regrette pas les venus ici. Parce que franchement, là, ce que j'ai vu là, bon, à chaque fois, bon, c'est bon, j'ai préparé les Kinect cette fois-ci. Ouais. Mais devant Dieu, en fin de compte, ça m'a fait. Ça me fait relativiser. Ça fait une chose qui nous arrive quand on voit ce qui arrive à d'autres, qui restent debout. On dit c'est pris 28 coups de couteau. Non. Voilà, plein de trucs comme ça. Et je vois ça, je lui dis putain, on ne peut jamais rien lâcher. Vraiment. Vous êtes un bon gars, vous. Hein. On ressort la main. Non, mais c'est. Un dernier mot à rajouter sur notre émission. Je vais mettre un grand à ceux qui nous regardaient aussi. C'est vrai, merci. On n'a pas remercié les téléspectateurs. À tous les téléspectateurs. À la fidélité des téléspectateurs. Tous les téléspectateurs qui chaque jour nous sourient, nous disent merci. Sophie. Merci à tous. Et franchement, c'est puissant. C'est de l'humanité, c'est de l'amour. C'est rare, moi je voudrais dire Sophie. La valeur d'une vie, elle a cette valeur parce qu'elle a une fin. On sait qu'il y a une fin. Dans toute une histoire, dans toutes les histoires, il y a toujours une fin. Il y a une fin parce qu'un couple va se séparer ou va s'arrêter ou la mort va nous séparer. Et je pense que de toute façon, tout ce que vous avez créé là, vous et toute l'équipe extraordinaire qu'il y a derrière,
chaque individu. Bravo. Hein. Tout ce que vous avez créé, ça laissera des traces pour les années et les dizaines d'années futures, pour les enfants qu'on regardait, pour les personnes qu'on animait, pour les personnes qui se sont levées, parce qu'on peut être dans une chaise roulante, être debout et montrer à tout le monde qu'on est puissant. On peut avoir un revers de vie incroyable et montrer qu'on a du courage et qu'on est belle. Bah, merci pour ça et merci d'avoir créé tout ça. Merci beaucoup, Sophie. Je crois qu'on peut surtout remercier Jean-Luc Delarue parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de tout ça. Et j'espère juste que j'ai été à la hauteur de la tâche que voilà et de lui avoir succédé. C'est cette thérapie, c'est cet effet thérapeutique qu'on n'avait jamais pu nous mesurer avant de participer à cette émission, à la fois sur les gens qui viennent, mais aussi sur les téléspectateurs qui regardent. Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont on a eu des retours de manière systématique. C'était très surprenant pour moi. Je faisais partie des gens qui pensaient que peut-être c'était pas ça. Et voilà. Je crois qu'on frappe en fait. Je me demande ce que c'était. Il y a quelqu'un qui frappe derrière là, qui frappe à la porte. Sophie m'avait demandé de terminer l'émission avec un mot. J'en donnerai deux, fort et vrai. Mais il y a quelqu'un qui trépigne d'impatience et qui vous a attendu toute l'émission pour venir pour cette toute dernière. Merci d'accueillir chaleureusement Roger et Stéphanie Guérin, la productrice. Laurent a tout dit, une espèce de visionnaire. Ah bah si, il a dit la vision absolue. Voilà. Pas mal. C'est gentil. Voilà, et puis je disais tout à l'heure, c'est elle qui a transmis qui a passé le relais entre Jean-Luc et moi. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Stéphanie et l'avoir dans l'oreillette. Et je vais la regretter dans mon oreille. Alors moi, je voudrais dire un petit mot, ou un grand mot peut-être. Je voudrais remercier toutes les équipes qui sont là avec nous cet après-midi, notamment Aude, qui travaille avec moi depuis 8 ans. C'est mon bras droit. C'est mon bras droit depuis 8 ans. Et puis il y a Débo qui nous a rejoints, qui se cache là. Voilà, c'est un grand bonheur de travailler avec vous. Je voudrais féliciter aussi tous les rédacteurs en chef. Je dis rédacteur parce qu'il y a un garçon, donc le masculin l'emporte. Alors que je ne me trompe pas, j'ai mon petit papier. Hein. Cynthia, Corinne, Benoît, Mélanie, Delphine, Leslie, Valérie, Mariem. C'est quand même dingue que le masculin l'emporte alors qu'il y a combien de filles? Sur 10 chefs à la tête de cette émission, il y a 9 femmes. C'est pas mal. Ouais. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes de production. Delphine doit être cachée, elle, parce qu'elle n'aime pas trop la lumière. Mais en tout cas, elle était à mes côtés depuis 10 ans aussi. Elle a donc fait avec moi les 700 jours de tournage. On a fait 700 jours. Et alors après, je prends mon petit papier, parce que je voudrais remercier aussi les équipes de Réservoir Prod, les équipes de Post Prod, et puis tous ceux qui travaillent indirectement sur cette émission. Ils se reconnaîtront. Un petit mot pour nos réalisateurs. Aujourd'hui, c'est Nico Druyer qui est avec nous, mais il y a aussi Fred et évidemment le très fidèle Massimo. Massimo, on l'embrasse très fort. Un grand merci aussi à l'ensemble des techniciens sans qui rien ne serait possible. Les caméramans, les preneurs de son qui vont faire les reportages chez nos invités. Ils se sont cachés, ils sont derrière, donc bravo. Et puis toutes les équipes du plateau. Les équipes des régies, les équipes du plateau, donc celles du siège, mais aussi les cars de Rennes et les cars de Marseille qui nous ont accueillis cette année. Les chargés de prod. Un petit coucou à Freddy en particulier. Un petit coucou à Freddy, ouais. Les chargés de prod, les gens de la lumière, du son et tous les autres pour leur bonne humeur précieuse. Nos assistants réels, les tontons Eric par exemple. Les scripts qui sont fidèles, elles aussi, les maquilleuses, les coiffeuses, les maquilleuses qui repartent avec les assistants réels. Enfin voilà, c'est ça aussi toute une histoire. À Magali et à Katharina. Voilà, Juju du prompteur. Qui lui aussi sait lire dans ma tête. Ouais, c'est le prolongement de mon cerveau. J'ai juste à faire bop et il sait ce que je veux dire, donc il est assez fort. Renaud, pour ses blagues tout en finesse.
nos experts, tous de très très belles rencontres. Merci à vous tous. Merci à toi. Un gros bisou à mes 5 partenaires qui sont en régie, mes 5 partenaires de Réservoir, Jean-Baptiste, Hugo, Guillaume, Ève et Lauriane. Certains ont créé cette émission. Et Charles Jobert pour la lumière. Charles pour la lumière, Charlie. Voilà. Les membres de l'unité magazine et la direction de France 2 pour leur confiance, les équipes de Nathalie Darrigrand et maintenant celle de Géraldine Levasseur. Un gros bisou au Caro et à Ophélie qui sont dans le car. Toi, Sophie, évidemment, que j'ai appris à connaître pendant 6 ans. 6 saisons, on a dit 1165 émissions. Sophie, ta sincérité, ton courage, ton professionnalisme, ton écoute, ta vision de la vie. Et puis un coucou à Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette belle émission, pour ces 10 ans d'échange. Ça a été une formidable aventure de partager ces après-midi avec vous qui êtes derrière votre écran. C'est Yvonne que vous aurez le plaisir de retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une Histoire. Elle a aussi passé 10 années de sa vie sur ce plateau et elle tenait à répondre à toutes vos questions une dernière fois. Un coucou à Jean-Luc, moi aussi. J'ai vécu une expérience formidable. Je vous le disais, c'est plus qu'une animation d'émission. C'est une aventure humaine formidable. Et merci à Stéphanie de m'avoir épaulée comme elle l'a fait pendant toutes ces années. Merci. Merci, Rodgeuse. C'est là. C'est en musique. Roger qui voudrait dire quelque chose. Pour l'association, veux-tu être ma marraine? Oui, bien sûr. Et j'ai pas pu venir à ton dîner. J'ai bien compris. Voilà, et je m'en excuse. T'es là-dedans. Ouais, toi aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les experts avec qui j'ai adoré travailler. Là encore, c'est plus qu'une... C'est devenu des histoires d'amitié. Et voilà, ça m'a fait super plaisir de travailler avec vous. Merci à vous tous. Merci. J'ai été très heureuse de vous rencontrer. Merci à Laurent aussi. Merci à toi. Et merci à Renaud. C'était un plaisir aussi de travailler avec lui. Et c'est en musique que nous allons refermer cette belle parenthèse de notre vie. Et pour cela, nous avons choisi une musique symbolique comme un hymne à la vie, car la vie continue. On vous souhaite qu'elle soit la plus belle possible. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.